Alors, bonjour et bienvenue à tous et à toutes au webinaire Comment mener des collaborations intersectorielles pour la santé et l'équité en contexte de ressources limitées, qui est organisé par le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé. Avant de débuter sur le contenu du webinaire, je vais vous donner quelques petites informations techniques. Alors, vous aurez deux façons de communiquer et d'interagir pendant le webinaire, soit en utilisant le chat pour faire part de vos commentaires ou partager des ressources avec les présentateurs et les autres participants, et en utilisant l'option Q&A au bas de votre écran. On vous demanderait de poser vos questions dans l'option Q&A et non dans le chat, s'il vous plaît. À la fin du webinaire, on va prendre un 10-15 minutes pour répondre aux questions. Vous pouvez également nous laisser savoir dans le chat si vous rencontrez des problèmes techniques et quelqu'un de notre équipe va tenter de vous aider. Le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré, incluant les échanges dans les boîtes de discussion, mais on va arrêter l'enregistrement lors de la période de questions. L'enregistrement du webinaire sera rendu disponible sur le site web du CCNPPS. Puis, une fois le webinaire complété, vous allez recevoir un formulaire d'évaluation par courriel. On apprécierait si vous pouviez prendre le temps de le remplir. Ça nous donne des rétroactions très utiles pour nous permettre d'améliorer nos webinaires. Alors, on vous en remercie à l'avance. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes le Centre de collaboration national sur les politiques publiques et la santé, ou CCNPPS, et notre mandat consiste à soutenir les acteurs de santé publique au Canada dans leurs efforts visant à élaborer et à promouvoir des politiques publiques favorables à la santé. Vous pouvez consulter la barre du chat pour lire un bref aperçu de notre organisation. Avant de continuer, j'aimerais effectuer une reconnaissance territoriale. Nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontre et de diplomatie entre les peuples et lieu de la signature du traité de la Grande Paix. Nous remercions la nation Kanien'kehá:ka de son hospitalité sur ce territoire non cédé. Alors, voici le plan du webinaire d'aujourd'hui. Nous serons trois présentateurs, dont moi-même, Camille Mercier. Je suis conseillère scientifique au CCNPPS depuis bientôt 3 ans et je m'intéresse particulièrement aux actions intersectorielles pour la santé et l'équité et aux approches de santé dans toutes les politiques. Je vais commencer par vous faire une courte introduction à la thématique du webinaire. Ensuite, je vais vous présenter les résultats d'une revue de la littérature que j'ai effectuée avec ma collègue Nicole Bernier, portant sur les actions intersectorielles pour la santé et l'équité en contexte de restrictions budgétaires. Je suis accompagnée de Larissa Huedra-Ogo, agente de planification, de programmation et de recherche à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Tout au long de sa carrière, elle a travaillé sur la réduction des inégalités sociales de santé en lien avec diverses problématiques de santé, tout en gardant une approche intersectionnelle. Larissa va vous présenter l'expérience de son équipe dans l'initiative de promotion de la vaccination COVID-19 auprès des communautés noires de la DRSP de Montréal. Je suis également accompagnée de Mathieu Marge-Jolicoeur. Il occupe en ce moment des fonctions à la Direction générale de santé publique du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il a travaillé dans le domaine de l'évaluation de programmes, du transfert de connaissances et des politiques publiques en tant qu'agent de recherche, chargé de projet et directeur de projet. Dans ses fonctions, il a participé à plusieurs projets d'envergure comportant de multiples partenaires et est aussi engagé dans l'enseignement universitaire dans plusieurs universités du Québec. Mathieu va quant à lui vous présenter ses réflexions par rapport à l'actualité de la thématique du webinaire, puis aux grandes stratégies à prioriser. Et finalement, on va être joint à la fin du webinaire pour la période de questions par ma collègue Natalia Bottero, elle aussi conseillère scientifique au CCNPPS. C'est elle qui va prendre vos questions. Alors, avant toute chose, je veux très brièvement vous introduire à la thématique du webinaire, soit les actions intersectorielles en contexte de ressources limitées. Ici, l'action intersectorielle fait référence principalement à la collaboration entre le secteur de la santé et d'autres secteurs des administrations gouvernementales ou de la société dans le but d'améliorer la santé des populations et l'équité en santé. Ainsi, ce webinaire va porter sur ces collaborations qui peuvent être faites dans un contexte où l'argent se fait rare, de budget limité, où il y a un manque de main-d'œuvre, mais aussi en raison d'un contexte plus spécifique, soit des restrictions budgétaires. Les restrictions budgétaires sont des réductions de dépenses qu'une administration apporte à l'établissement de son budget en réaction à des conditions économiques ou des considérations politiques. C'est particulièrement sur ce concept que va porter ma présentation, qui est un contexte plus précis que celui des ressources limitées. Puis je tiens à préciser que ce que je vais vous présenter, c'est vraiment les résultats de cette revue de la littérature, donc ce qu'on a trouvé dans la littérature. Puis c'est pourquoi on a invité mes deux co-présentateurs qui vont pouvoir vous donner davantage d'informations sur la réalité terrain d'une telle thématique, puis plus largement en contexte de ressources limitées. Ainsi, je vais vous présenter les difficultés, les occasions et les stratégies reliées aux actions intersectorielles en contexte de restrictions budgétaires, soit les résultats de la revue de la littérature parue en 2023.
Alors, pour vous donner un peu de contexte, cette revue de la littérature s'inscrit dans la foulée des travaux menés par le Centre sur les actions intersectorielles dans les dernières années. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, on s'est par ailleurs questionné sur les manières de soutenir l'action sur les inégalités de santé, celles-ci ayant été exacerbées pendant la pandémie et surtout dans un contexte où les défis économiques pointaient à l'horizon. On a donc décidé d'explorer la thématique des actions intersectorielles en contexte de restrictions budgétaires. Puis, comme l'action intersectorielle repose notamment sur un financement adéquat et stable et d'un fort soutien des autorités publiques, les épisodes de restrictions budgétaires occasionnent des défis pour ce type d'action. Puis, elles sont également appelées tôt ou tard à faire partie de la réalité de ceux souhaitant mettre en place ou maintenir des actions intersectorielles. Je vais rapidement passer sur la méthodologie et les limites. Pour faire cette revue de la littérature, outre l'inclusion des expressions faisant référence aux restrictions budgétaires, on a voulu inclure les expressions d'autres domaines qui font référence à l'action intersectorielle, comme la santé publique n'est pas le seul secteur à s'y intéresser. On a donc inclus les écrits provenant des secteurs de la santé publique, des sciences politiques et de l'administration publique. Puis on s'est vraiment concentré sur les pays membres de l'OCDE. Au total, on a retenu 20 articles, ce qui fait ressortir notre limite principale, soit que cette thématique n'a pas énormément fait l'objet de publications. Ça peut expliquer la portée générale des résultats des conclusions qui ne sont pas tellement différentes des conclusions entourant l'action intersectorielle en contexte régulier. Par contre, elle demeure pertinente pour soutenir ce type d'actions qui sont essentielles pour agir sur les déterminants de la santé et l'équité en santé. Voilà pourquoi, encore une fois, on a invité mes co-présentateurs aujourd'hui pour venir vous en dire plus sur la thématique de façon pratique. Alors, je vais vous présenter ces 3 dimensions, une à la suite de l'autre: difficulté, occasion et stratégie. Donc, l'action intersectorielle n'est pas nécessairement facile dans un contexte favorable, on le sait, puis ces difficultés sont déjà bien documentées, notamment si on pense aux divergences d'intérêts et à la complexité qui peut être associée aux initiatives intersectorielles. Par contre, il y a certaines difficultés qui deviennent plus importantes en contexte de restriction, outre le manque de ressources, évidemment. D'abord, il y a le recours aux solutions connues. En effet, on remarque qu'en contexte de restriction, les solutions de routine sont souvent préférées aux solutions innovantes. Il y a comme une tendance à vouloir simplifier ou centraliser certaines problématiques et donc de se limiter aux solutions connues. Il y a aussi une résistance qui peut se former au sein des organisations qui participent à l'action intersectorielle en raison des nouvelles exigences que les réductions de dépenses peuvent créer. Ainsi, les restrictions peuvent mener à l'inaction et nuire à l'action intersectorielle en créant une aversion pour le risque. Ensuite, c'est souvent dans les initiatives intersectorielles que les ministères, entre autres, vont commencer à réduire ou éliminer leurs contributions pour les réaffecter ailleurs lorsqu'ils sont touchés par des restrictions. Les secteurs vont devenir très protecteurs de leurs fonds, puis l'importance accordée à l'action intersectorielle peut diminuer afin de prioriser les mandats organisationnels propres à chacun des secteurs, d'où le repli sur soi. Malgré les difficultés que je viens de mentionner, il y a un contexte de restriction peut aussi encourager l'action intersectorielle. En effet, différents secteurs pourraient vouloir travailler ensemble pour pallier le manque de ressources. Ils vont pouvoir mettre leurs ressources en commun, partager les risques, expérimenter des nouvelles idées pour faire les choses différemment et innover. Puis tout cela en exploitant les synergies puis en remédiant au chevauchement et à la duplication des mandats organisationnels. Ce qui m'amène à vous présenter l'exemple du Grand Manchester en Angleterre. Pour tenter d'améliorer la santé et le bien-être de la population de la région, dans un contexte de restrictions budgétaires, il y a un protocole d'entente qui a été signé en 2015 entre le Service national de santé de l'Angleterre, les collectivités territoriales et les commanditaires de santé du territoire pour la création du projet Devolution to Greater Manchester. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le volet plus santé, le Greater Manchester Integrated Care Partnership. C'est considéré comme une action intersectorielle innovante qui vise entre autres l'intégration des soins de santé, des services sociaux, la promotion et la prévention de la santé. Ça vise vraiment une mise en service intégrée, une collaboration plus approfondie dans la prestation des services. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer le plus rapidement possible la santé et le bien-être de la population de la région en utilisant plus efficacement les ressources limitées, puis en déplaçant l'accent mis sur les soins hospitaliers vers les milieux communautaires. Les décideurs puis les professionnels travaillent ensemble dans tous les secteurs en partageant leurs compétences et leurs connaissances comme s'il s'agissait vraiment d'une seule et même organisation. Ensuite, ce contexte, particulièrement celui des restrictions budgétaires découlant d'une situation économique difficile, offre aussi une occasion pour contrer l'incidence des restrictions sur la santé et l'équité. En effet, comme les inégalités de santé sont exacerbées par le contexte, une plus grande attention qui pourrait être portée à la santé et à l'équité,
en plus de l'importance d'investir dans la santé pour stimuler l'économie. D'ailleurs, les problèmes de santé associés à un contexte de restriction, notamment à ce qui a trait à la santé mentale puis aux inégalités, ont tendance vraiment à comporter plusieurs facettes qui nécessitent une action concertée à travers différents secteurs et paliers. Les experts de la santé publique devraient donc profiter de ce contexte stratégique pour mettre de l'avant des initiatives réalistes et rentables basées sur l'action intersectorielle aux autres acteurs et aux décideurs dans le but d'atténuer les impacts sur la santé des populations. C'est donc de cadrer les initiatives en fonction du contexte puis de tenter de saisir cette fenêtre d'opportunité potentielle-là. Il y a 3 stratégies qui sont ressorties de notre revue de la littérature pour surmonter les difficultés puis saisir les occasions associées aux restrictions. Ces stratégies font déjà partie de la littérature portant sur l'action intersectorielle, mais encore une fois, leur pertinence est accentuée dans un contexte de restriction. Donc, d'abord, il y a de développer une vision partagée puis de décupler les efforts de plaidoyer, puis ça auprès des possibles parties prenantes et de la population. En effet, comme les ressources sont limitées, puis en raison de la tendance des acteurs à avoir recours aux solutions connues, puis à adopter une position de repli, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est vraiment le moment d'ajuster le discours puis de démontrer comment, en travaillant ensemble, chacun peut faire avancer ses priorités puis atteindre ses objectifs dans le contexte. Pour maximiser l'engagement, c'est plus juste de négocier puis de diffuser ses points de vue, mais vraiment de considérer les parties prenantes, de leur répondre puis de s'adapter à elles. De plus, en raison de l'attention qui peut être portée à la santé et l'équité en contexte de restriction, ça peut être un bon moment pour plaider puis pour faire connaître aux possibles parties prenantes puis à la population les enjeux liés au contexte difficile puis le rôle qu'ils pourraient jouer pour contribuer à y remédier. Mais c'est sûr que ça nécessite d'avoir un mandat qui est compatible avec les actions de plaidoyer. Ça peut être aussi avantageux de former des coalitions de plaidoyer qui vont continuer à porter l'initiative dans les moments plus difficiles. Les coalitions de plaidoyer, ce sont des groupes d'acteurs qui partagent des systèmes de croyances, qui coordonnent des actions autour de ces croyances et qui encouragent les membres ayant ces croyances communes-là à se rassembler autour d'une question politique. Ce fut d'ailleurs le cas dans l'initiative de santé dans toutes les politiques en Australie méridionale, qui avait été touchée par des restrictions budgétaires en 2013. Ce type de coalition a évolué puis a certainement contribué à la poursuite de l'initiative. En effet, il a été observé que les acteurs qui étaient non issus du secteur de la santé puis qui avaient été écartés de l'initiative en raison des compressions avaient conservé leur enthousiasme pour l'approche de la santé dans toutes les politiques. Ensuite, il y a de collaborer avec les secteurs adjacents pour minimiser les impacts des restrictions sur la santé et l'équité. On voit que dans un contexte de restriction, aussi dans un contexte normal, ce sont les investissements dans la protection sociale, notamment les secteurs de l'emploi, du logement, les conditions alimentaires et de l'éducation, qui semblent avoir le plus d'impact sur la santé et l'équité. Ça peut être aussi de collaborer avec les secteurs qui vont permettre d'obtenir une vue d'ensemble des impacts des restrictions sur les communautés. Ça peut permettre d'extraire des apprentissages puis des actions possibles pour les différentes parties prenantes. C'est là, par exemple, que les universités et les organisations de recherche peuvent être des partenaires intéressants, surtout dans une période où les services publics voient leur propre budget de recherche puis d'évaluation réduit ou même supprimé. Ce qui m'amène à vous présenter l'exemple de la ville de Sheffield au Royaume-Uni, alors que plusieurs organisations, autant privées que publiques, étaient touchées par des restrictions. Pour aider à surmonter les difficultés d'accès aux données puis pour améliorer la vision d'ensemble de la situation, la ville de Sheffield a engagé 2 universités de la région dans son partenariat stratégique local. Puis les 2 universités ont apporté leur expertise de recherche en ciblant des occasions puis des enjeux économiques, sociaux et environnementaux pour la ville et ses communautés. Selon les auteurs de l'article, ces nouveaux partenaires ont été bénéfiques non seulement pour le partenariat stratégique local, mais aussi pour les universités elles-mêmes qui ont pu démontrer à leurs bailleurs de fonds gouvernementaux l'impact de leur recherche sur la communauté, tout en fournissant des meilleures compétences d'employabilité à leurs étudiants. Finalement, dans un climat de restriction, les partenaires engagés dans des initiatives intersectorielles devraient encourager la créativité pour permettre l'innovation requise pour s'ajuster à un contexte difficile. Diamond puis Van Gen proposent de créer puis de maintenir un tel environnement en se basant sur le cycle d'action de modélisation d'innovation collaborative. Ce cycle illustre comment les participants à une action intersectorielle peuvent adopter des comportements de collaboration efficaces, négocier puis établir des processus flexibles pour créer des conditions favorables à l'innovation collaborative dans un contexte où les ressources se font rares. Alors, je ne vais pas vous nommer tous les points du cycle, mais je vais peut-être en définir 3. Alors, d'abord, on a de clarifier les attentes en matière de travail commun.
Ici, on souligne l'importance des processus de création collective de sens qui sont impliqués dans les réunions de collaboration. On ne met pas tant l'accent sur la définition des objectifs, qui est souvent perçue comme une première étape logique, mais c'est surtout, ça peut être difficile dans la pratique. On suggère plutôt qu'il peut être utile de négocier des processus opérationnels pour établir une base pour les interactions entre les participants. Par exemple, de discuter de questions comme le partage ou la limitation des informations entre les organisations pour mettre en évidence et clarifier l'engagement des participants. Ensuite, il y a de renforcer la confiance en convenant d'un cadre commun. Ici, on reconnaît que lorsque les individus doivent travailler ensemble au-delà des frontières organisationnelles de manière nouvelle ou différente, la confiance peut souvent être faible. Dans la pratique, ça peut être possible d'instaurer progressivement la confiance sur la base d'actions à faible risque et d'attentes modestes. Et finalement, tirer des leçons des essais. Ici, c'est d'envisager les problèmes transversaux sous de nouvelles perspectives, de construire des solutions à partir de la réussite ou de la compréhension des échecs. Puis ça peut conduire à des mécanismes efficaces pour soutenir le changement pratique. Alors, en conclusion, dans un contexte de restriction, on remarque qu'il y a des difficultés accrues qui affectent les possibilités d'action intersectorielle. Et c'est aussi un contexte qui présente des occasions en manque de ressources pour favoriser l'innovation, puis illustrer la crise que provoquent les restrictions sur la santé pour faire bouger les choses. En prenant connaissance des difficultés accrues qui les attendent, des occasions qui pourraient se présenter, puis des stratégies qu'ils pourraient adopter, les acteurs de santé publique pourraient réfléchir en amont, puis en fonction de leur contexte, aux actions qu'ils pourraient prendre pour se préparer à des contextes de restrictions budgétaires. Alors, c'est tout pour moi. Si ce sujet vous intéresse, je pense que la publication a été publiée dans le chat, mais sinon, elle est disponible sur le site du CCNPPS. Alors maintenant, j'inviterai Larissa à prendre le contrôle du PowerPoint et à nous faire sa présentation, présenter son expérience dans un contexte de ressources limitées. Parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Larissa Ouedraogo. Je travaille à la Direction régionale de santé publique de Montréal dans le service réduction des inégalités sociales de santé et développement des communautés. Et je vais vous présenter aujourd'hui mon expérience du déploiement de l'initiative de promotion de la vaccination COVID-19 auprès des communautés noires de Montréal et de Laval. Donc, je vais vous décrire brièvement le contexte dans lequel s'inscrivait l'initiative. Ensuite, je vais parler du contexte aussi au niveau des ressources et les stratégies qu'on a déployées, de même que les leçons apprises et quelques recommandations. Donc, au niveau du contexte, donc ça se passe vraiment pendant le déploiement de la campagne de vaccination à grande échelle. Donc, on remarque qu'il y a des inégalités dans les différents groupes populationnels et les voisinages de Montréal. Donc, que ce soit au niveau de la couverture vaccinale ou au niveau des cas de COVID-19. Et c'est vraiment en constatant tous ces éléments que plusieurs acteurs communautaires qui œuvrent auprès des communautés noires, en fait, ont contacté la DRSP. Donc, ils ont vu qu'il y avait un impact disproportionné de la COVID-19 auprès des communautés noires et que aussi la confiance vaccinale y était plus faible comparativement à d'autres groupes de la population. Il y avait aussi au niveau de ces acteurs une volonté d'agir ensemble pour pouvoir atténuer les écarts qu'on observait au niveau de la vaccination et aussi vraiment un besoin de se sentir représenté dans les messages de santé publique en lien avec la vaccination. Donc, au moment du déploiement, au début de la campagne de vaccination au Québec, il n'y avait pas forcément de messages ou de campagnes qui étaient adaptés aux besoins des communautés noires, ni de services qui leur étaient spécifiquement adaptés, alors que c'était le cas, par exemple, en Ontario, à Toronto. Donc, il y avait vraiment ce besoin pour les personnes des communautés noires de se réapproprier le message de santé publique et de répondre aux besoins de leur communauté.
Donc, c'est vraiment les acteurs des communautés noires, comme je l'ai dit, qui se sont mobilisés, qui ont interpellé la DRSP et un petit groupe de travail qui s'est mis en place pour pouvoir justement travailler sur ces enjeux-là. Puis, on a fait un plan stratégique dont le but était de contribuer à augmenter les taux de vaccination, mais aussi, surtout, de contribuer à réduire les barrières d'accès à la vaccination qu'on pouvait observer au sein des communautés noires anglophones et francophones de Montréal et de Laval. Donc, il y avait plusieurs principes directeurs qui sous-tendaient notre initiative. Déjà, c'était une action vraiment concertée avec une collaboration équitable avec tous les partenaires et les organisations présentes. C'est une stratégie qui a été propulsée par la mobilisation d'acteurs qui étaient issus eux-mêmes des communautés noires. Et il y avait vraiment au sein des personnes impliquées une détermination à vouloir transformer les interventions de promotion de la vaccination pour pouvoir les adapter plus spécifiquement aux besoins des communautés noires. Donc, moi et mon équipe avons travaillé sur ce projet qui a duré à peu près de l'année 2021 à 2022, donc un an. Donc, il y a plusieurs projets qui ont été réalisés au cours de cette initiative. Donc, premièrement, on a fait une campagne vidéo. Donc, en tout, on a réalisé 5 capsules vidéo. La première, c'était des professionnels de la santé qui appartenaient aux communautés noires, qui répondaient à certaines questions, certaines préoccupations des communautés. Et le reste des 4 vidéos, c'était vraiment des influenceurs qui appartenaient aux communautés noires et des personnes elles-mêmes des communautés qui échangeaient. Donc, c'était vraiment sous le style histoire de vie, où ils parlaient en fait de leurs difficultés en lien avec la pandémie, l'impact que la COVID a eu sur eux, aussi leur expérience en lien avec la vaccination, mais ça parlait aussi de santé mentale, de parentalité. Donc, ça parlait de différents enjeux, pas seulement de la vaccination, même si le but était justement de sensibiliser à la vaccination. Ensuite, on a participé aussi, organisé avec un de nos partenaires, le Jamaica Association of Montreal, 3 séances virtuelles de discussion où des professionnels ou des scientifiques qui appartenaient aux communautés noires venaient échanger avec les communautés sur leurs questionnements qu'ils pouvaient avoir, notamment en lien avec la vaccination. On a aussi contribué à l'établissement d'une clinique de vaccination culturellement appropriée, donc dans les locaux de nos partenaires, le Jamaica Association of Montreal et le SUS aussi y a collaboré. Et on a aussi beaucoup travaillé au niveau des activités de promotion, notamment pour tout ce qui est la campagne de vidéo. Enfin, on a fait aussi une foire aux questions qui était adaptée en fait aux questions qui revenaient souvent dans les communautés noires. Donc, on l'a construit en collaboration avec nos partenaires qui appartenaient aux communautés et aussi en collaboration avec la brigade de la DRSP, en fait, qui est constituée de médecins qui sont diplômés à l'étranger, qui ont une grande expérience de justement aller sur le terrain et puis de répondre aux questions qui peuvent souvent arriver en lien avec la vaccination. Donc, on avait une diversité de partenaires impliqués. Vous pouvez voir les logos. On avait des partenaires de l'Ontario, le Black Health Alliance, le Black Opportunity Fund, aussi la DRSP de Laval, la ville de Laval, des organismes communautaires de Montréal, le Jamaica Association of Montreal, McGill, le Québec Black Medical Association. Donc, il y avait vraiment des partenaires du milieu philanthropique, de la recherche communautaire. Donc, c'était vraiment diversifié, des partenaires francophones, anglophones. Et finalement, toute cette richesse a contribué, selon nous, à faire aussi de notre projet un succès et puis une belle expérience pour toutes les personnes impliquées. Donc maintenant, concernant le contexte des ressources dans lequel s'inscrit notre initiative, on avait un manque de fonds disponibles, notamment pour avoir une personne coordonnatrice de l'initiative. Donc, comme vous avez pu le constater, c'était une initiative qui avait beaucoup de projets. Puis la majorité de ces projets-là se passaient en même temps. Et il aurait fallu justement avoir une personne qui puisse se dédier à temps plein à ça. Aussi, on avait un manque de fonds disponibles au niveau de la promotion de la campagne vidéo, notamment pour tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, le fait de pouvoir payer pour de la publicité pour pouvoir aider justement à la diffusion de ces vidéos-là. Aussi,
on avait des ressources limitées, donc on n'a pas pu engager une personne qui serait spécialiste en communication pour justement aider à diffuser au mieux ces vidéos qui ont été produites. Donc, ça a eu différents impacts sur l'initiative. Déjà, le fait qu'on n'ait pas pu engager de personnes au niveau du soutien, comme j'ai dit, de la coordination, ça a fait que nous, au niveau de l'équipe de la DRSP, nous avons dû prendre en charge ce rôle de coordination, mais c'était pendant la pandémie, on était dans un contexte où tout allait vite, on avait beaucoup de dossiers, on avait d'autres dossiers en parallèle sur lesquels on devait travailler, ce qui fait qu'on avait quand même un temps limité pour accorder justement à ce projet. Donc, ça augmentait aussi notre charge de travail. Un autre impact aussi qu'on a identifié, c'est au niveau du rayonnement de l'initiative. C'est sûr que le fait de ne pas avoir assez de financement pour pouvoir payer pour de la publicité, ça affecte directement la diffusion, le nombre de vues, et ça a été plus difficile pour nous aussi d'évaluer quelle a été la portée de notre campagne sur les communautés qu'on ciblait. Donc, au niveau des stratégies que nous avons déployées pour faire face au contexte de ressources limitées, déjà au niveau financier, le fait d'avoir eu des partenaires qui proviennent du milieu de la recherche et de la philanthropie a vraiment été décisif au niveau de la réalisation de plusieurs des projets, notamment des capsules vidéo. En fait, c'est grâce à leur contribution financière essentiellement qu'on a réussi à produire ces capsules vidéo parce que les partenaires, plus au niveau institutionnel ou communautaire, n'avaient pas autant de fonds disponibles. Donc ça a été vraiment gagnant. Pour ce qui est des ressources humaines, comme je l'ai dit tantôt, nous n'avions pas une personne spécialiste en communication, mais ce que nous avons fait, c'est que nous avons consulté en fait des spécialistes en communication déjà à l'intérieur de notre organisation, mais aussi dans les organisations de nos partenaires, notamment la DSP de Laval, pour en fait qu'ils puissent nous expliquer quelles sont les bases en fait de la promotion puis de la communication sur les réseaux sociaux, parce qu'on était respectivement professionnels et médecins, nous n'avions aucune connaissance dessus, donc on partait de zéro. Ce qui fait que ça nous a quand même aidé d'avoir un peu ces notions de base-là. Ensuite, le fait qu'on n'avait pas d'argent donc pour faire de la promotion, on a dû trouver une autre stratégie, c'est-à-dire d'utiliser les réseaux en fait de nos partenaires pour pouvoir diffuser les capsules vidéo, pour pouvoir parler de nos initiatives. Donc, c'était les organismes avec qui on était en contact, aussi au niveau des SUS, notamment les coordinations locales de santé publique. On les a demandé en fait d'utiliser leur liste, leur réseau en fait de communautés, d'organismes pour pouvoir diffuser les capsules vidéo. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé en fait des gabarits, donc que ce soit au niveau des textes ou des liens, pour en fait diminuer la charge de leur côté si jamais ils voulaient justement diffuser les vidéos pour pas que ce soit du travail supplémentaire pour eux. Donc, au niveau des leçons que nous avons apprises et des recommandations qu'on pourrait faire, déjà, je nommerai 4 apprentissages que nous avons eus. C'est vraiment de bien répartir, de réfléchir dès le début à la répartition du budget. Donc, l'aspect promotionnel n'avait pas été pris en compte au tout début. Nous n'avions pas du tout de connaissance. C'était la première fois que nous faisions un projet de ce type avec des capsules vidéo, avec un réalisateur, etc. Étant donné qu'on travaille en santé publique, disons qu'on n'était pas dans notre environnement naturel, on va dire. Ce qui fait que d'avoir, en fait, dès le début, si on avait pu avoir un spécialiste en communication qui était déjà là à la table au moment où on répartissait le budget, on pense que ça aurait été vraiment utile parce qu'ils auraient pu amener justement ces enjeux-là en lumière. Puis on aurait pu prévoir du budget pour la promotion, quitte à faire un peu moins de capsules vidéo. Ensuite, c'est vraiment de rechercher l'expérience et l'expertise des différents partenaires impliqués. Comme je l'ai dit, on est allé chercher de l'expertise au niveau de la communication, au niveau des partenaires, mais aussi au niveau de leur expérience, leur avis. Tout ce qui a été produit a été fait aussi en les consultant. Et ça permet aussi de valoriser en fait leur expérience. Donc, c'est sûr qu'on était un peu dépendants les uns des autres à cause du contexte où on avait peu de ressources, mais ça a permis justement à tisser des liens avec ces partenaires-là et puis à valoriser aussi leur expertise.
Ensuite, ce serait, comme autre apprentissage, d'utiliser les réseaux de diffusion des partenaires, qui n'est pas coûteux, mais c'est sûr qui nécessite quand même des étapes préalables, donc de rencontres avec ces partenaires-là, avec qui on veut justement utiliser les réseaux de diffusion, et aussi de préparer des gabarits pour qu'ils puissent le faire de manière plus facile. Mais finalement, ces partenaires-là, que ce soit les organismes communautaires, puis les SUS, sont en contact aussi avec les communautés. Donc, c'était aussi une stratégie gagnante de passer par ces personnes avec qui, ces organisations avec qui on travaille d'habitude. Et puis, je terminerai aussi par mentionner l'importance d'avoir une vision large lorsqu'on veut travailler sur des projets qui touchent certains enjeux de santé ou qui rejoignent certaines communautés, parce que ça peut être pertinent justement d'impliquer des partenaires hors réseau de la santé, d'autres régions, d'autres provinces, comme je l'ai mentionné tantôt. L'Ontario a un peu plus d'expérience sur ce genre d'initiative-là, donc ça a vraiment été utile de les impliquer. Puis justement, au niveau financier, ça fait que ça augmente justement notre capacité pour pouvoir produire différents projets parce qu'on a plus d'argent. Donc ça a été aussi gagnant. Puis justement, jusqu'à aujourd'hui, on continue à travailler avec ces partenaires-là. Donc ça montre à quel point cette collaboration a été fructueuse. Et puis aussi, ça a permis aussi de montrer que la santé publique est capable de travailler sur des projets en fait qui sortent de ce qu'on a l'habitude de faire. Et puis ça a permis justement de tisser des liens de confiance avec des partenaires hors réseau de la santé. Donc voilà, je vous ai mis les liens, notamment de la campagne vidéo, de la présentation qui a été faite aux journées annuelles de santé publique, les séances de discussion qui ont été faites, et puis un article de journal aussi qui a été publié concernant notre initiative. Donc, je pense que vous aurez la présentation après. Vous pourrez donc aller consulter ces ressources-là si vous le désirez. Donc voilà, donc je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Larissa. J'inviterai maintenant Mathieu à prendre le contrôle du PowerPoint puis à nous présenter ses réflexions par rapport à la thématique. Oui, bonjour. Je vais juste vérifier, ça devrait bien fonctionner. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Larissa. Merci beaucoup, Camille, pour ces belles présentations. Je vais essayer de brosser un portrait, je dirais, plus global, plus général, qui reste aussi impressionniste parce que qui n'est pas appuyé comme Larissa sur une expérience précise, mais plus sur un ensemble d'expériences qui ont été réalisées. Donc, mon nom est Mathieu Masse-Jolicoeur. Je suis professionnel dans le réseau de la santé et des services sociaux actuellement, dégagé au ministère de la Santé et des services sociaux, mais j'ai travaillé comme collaborateur avec, comme collègue de Larissa à la Direction régionale de santé publique de Montréal pendant de longues années. J'ai aussi des fonctions académiques. Vous en voyez quelques-unes à l'écran. Attendez un instant. Ah, voilà, ici. Alors, j'aimerais commencer pour préciser, dans le fond, un élément important, c'est que cette réflexion-là arrive à point nommé, je dirais. Elle devrait faire partie d'une stratégie un peu plus générale visant à rendre pérenne et à rendre stable la santé publique. On le sait, dans les dernières années, la santé publique a connu énormément de chocs, hein, de mutations et de chocs, des réformes organisationnelles, des réformes législatives, des coupures budgétaires. Alors, tous ces éléments-là sont de nature à rendre bien imprécis le contour de la santé publique et l'exercice ou la pratique de la santé publique dans ces contextes-là. On voit aussi apparaître très concrètement là, pour les prochaines années un cycle, je dirais, budgétaire plutôt rigoureux. On peut penser, par exemple, au déficit colossal du gouvernement du Québec, mais je sais qu'il y a d'autres mondes là, qui viennent d'ailleurs du Canada, mais j'ai l'impression que la pandémie nous a amené à revoir certaines de ces espaces budgétaires-là. Donc, il risque d'avoir des choix, des fois douloureux à faire pour les gouvernements.
pour la santé publique, cet espace-là, donc de restriction, bien, on a ici une réflexion intéressante, comment essayer de la contourner ou de la dépasser. Donc, je pense vraiment qu'il y a un modèle autour de cette réflexion-là là, sur la résilience. Il faut aussi nommer que cette pandémie-là, justement, a fait en sorte que la santé publique est devenue vraiment une actrice notable de nos débats publics, hein. Ce qui peut avoir un risque, hein, ce qui peut mener à un certain risque de la part des dirigeants, de la part des décideurs, s'ils observent un acteur qui prend des positions loin des intérêts d'un gouvernement, par exemple, ben, ça peut mener à des répercussions. Enfin, je pense que dans l'exemple de Larissa, c'est un bon exemple qui nous montre que on doit aussi un peu changer nos façons de travailler, hein. On a eu des grands gains dans les dernières années sur l'espérance de vie, sur tout plein d'effets, mais les prochaines années ne nous indiquent pas que ces gains-là vont être faciles à atteindre. On observe que, en fait, les combats à venir sont beaucoup sur des déterminants structuraux de la santé. Donc, dans l'exemple de Larissa, il y avait beaucoup la discrimination, le racisme. Donc, ça nous met dans une situation où on doit travailler en collaboration avec des nouveaux acteurs qui étaient qui n'étaient pas très présentes par les années passées et qui sont probablement, en tout cas c'est une hypothèse, mais je pense que probablement assez sérieuses, qui sont assez peu dotées en termes de ressources. Donc, faire des partenariats avec des partenaires, avec des parties prenantes, des acteurs qui ont peu de ressources, bien, ça nous amène à réfléchir dans une logique de restrictions budgétaires. Enfin, dernier élément, je pense que c'est quelque chose que bon, plusieurs auteurs ont dit. Moi, il y a Jean-Louis Denis là, que j'ai entendu quelquefois parler de la santé publique comme une institution sociétale. Je trouve ça très intéressant. Donc, sortir un peu du canevas organisationnel, hein. On est une organisation, on est 50, on est 100, on est 200, on est plus que ça, d'employés d'une boîte et on travaille dans notre boîte, pour notre boîte, on ne sort pas trop de nos murs. Il faut dépasser ce cadre-là. Il faut commencer à vraiment voir la santé publique comme une institution. On remarque que de plus en plus d'acteurs sont intéressés par les propos de la santé publique, sont intéressés par la santé aussi comme une dimension de leur propre action, que ce soit le milieu municipal, mais d'autres milieux aussi vont penser que la santé peut répondre à certaines de leurs préoccupations. Des fois, ils ne l'appellent pas comme ça exactement. Définitivement, ils ne le cadrent pas dans une logique de prestation de soins de santé, mais c'est là où justement la santé publique a encore plus son rôle à jouer parce que nous, on n'est pas vraiment non plus dans la prestation de soins de santé, dans les actions directes, on est beaucoup plus dans les actions indirectes, dans les actions auprès des milieux de vie. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment résonner auprès de ces partenaires-là. Donc, faire vivre une société civile axée sur la santé, c'est quelque chose d'intéressant et de faire des partenariats donc avec d'autres groupes, ça répond parfaitement à cette logique-là. Donc, j'aurai que quelques petits éléments là, de réflexion à vous offrir. La première sur les partenariats. Euh, je pense que ça a été beaucoup nommé, là, hein, la collaboration, les partenariats. C'est vraiment l'élément fondamental autour de l'action intersectorielle, évidemment. Les éléments qui m'apparaissent là, vraiment importants à mettre de l'avant, outre ceux qui ont pu être nommés là, par les deux autres présentatrices, les partenariats stratégiques, hein, promouvoir des grands partenariats stratégiques, être capable de les identifier, ça veut dire de faire usage d'une analyse des parties prenantes hein, pour savoir qui sont les grands acteurs dans notre domaine et les développer, ces partenariats stratégiques-là. Et le développement de partenariats stratégiques, ça veut dire essentiellement de bâtir une confiance. Ça, le modèle là, du cycle d'action de l'innovation le présentait très bien, cette notion-là de confiance. Donc, prendre le temps de rencontrer les gens, de discuter avec eux, de connaître leurs
objectifs, de présenter les nôtres, d'identifier des objectifs communs et de mettre les ressources pour que ces partenariats stratégiques-là soient effectifs et apportent des avantages aux différentes organisations. Parce que même si on veut être une institution sociétale, on va quand même être payé par une organisation plutôt qu'une autre. Il y a aussi l'idée d'explorer des nouveaux partenariats. Dans les dernières années, là, je dirais que des partenariats qui étaient plutôt légers dans l'articulation, dans les liens. On pense aux universités, on pense au monde de la philanthropie, particulièrement la philanthropie privée, vont devenir des acteurs importants dans les prochaines années. Certains parce que des ressources sont disponibles et qui sont intéressés par des enjeux de santé publique, d'autres parce que ils ont une capacité à répondre à certaines de nos questions. Le monde universitaire aurait tout avantage, en fait, nous aurions tout avantage à collaborer beaucoup plus avec le monde universitaire. Dans ces modèles-là, je pense que de ces nouveaux partenariats-là, je pense que des cadres de gouvernance sont vraiment nécessaires afin d'éviter les accros, de faciliter la transparence, le partage de connaissances. Il y a beaucoup, quand on parle de nouveaux partenariats, quand on parle de nouveaux acteurs qui vont venir avoir un impact sur l'action de la santé publique, il peut aussi y avoir de la part des professionnels, bon, en fait, des praticiens de santé publique, il peut y avoir un effet de, comment je dirais ça, un effet de peur ou en tout cas une volonté d'éviter les nouveautés qui dérangent. Donc, par exemple, avec les philanthropies privées, l'idée n'est pas ici de vouloir les refuser d'un premier jet, mais peut-être plus d'établir un cadre éthique qui nous permet de déterminer si une alliance avec une philanthropie est valable ou non valable. Donc, dans le fond, à l'interne des organisations, mais aussi entre les organisations, bâtir un dialogue, construire un dialogue en transparence pour être capable de voir comment on pourrait travailler ensemble. Évidemment, ces partenariats-là ont besoin pour vivre, ils ont besoin d'un partage de ressources. C'est un peu là, le modèle en administration publique, on parle de gestion horizontale des enjeux. Donc, si on est capable de construire des projets communs en partageant les ressources, c'est vraiment quelque chose de très, très fort. Ce partage des ressources-là n'est pas évident dans nos organisations. Et puis surtout de le faire sur le moyen terme, donc d'être capable de dépasser un petit projet pilote. On peut commencer avec un projet pilote, mais de l'élargir à plus grand après, c'est quelque chose de vraiment très important. Dernier élément, avant de passer à la diapo suivante, évidemment, quelque chose qu'on souhaite faire, qu'on dit qu'on fait, mais que dans les faits, on fait souvent rarement impliquer la population, beaucoup plus de participation citoyenne. Je pense que les prochaines années vont nous dire si on réussit là-dedans ou pas. On est dans un système en santé publique quand même basé sur l'expertise, avec une capacité assez évidente là, de se protéger et de revenir sur son expertise, s'ouvrir au point de vue de l'autre, même s'il n'est pas connaissant, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je pense que ça apporte une légitimité aux projets et aux propositions qu'on peut faire. Deuxième élément très important, je vous ai dit, j'en ai pas beaucoup des éléments, j'en ai juste 3, donc ça va aller vite. Deuxième élément important, donc favoriser l'innovation. Ça m'apparaît une posture essentielle dans notre recherche. C'est un peu comme ça que Camille a présenté son cycle, l'innovation collaborative. Donc, je pense que c'est vraiment important. Hein. Il faut que les organisations soient capables de connaître que des ressources doivent être dégagées pour la nouveauté, pour l'innovation. Il faut être capable de dire ce qu'on faisait avant, on va le mettre en suspens, on va le déplacer pour faire de nouvelles choses. Hein. Optimiser nos actions classiques, traditionnelles et dégager un espace, des ressources pour faire de l'innovation.
Il y a beaucoup de modèles théoriques qui vont aussi présenter parmi les différentes dimensions d'un système la notion des incitatifs. Je pense que c'est essentiel de trouver des incitatifs visant à favoriser, à encourager l'innovation et la créativité. Donc, toute forme de récompense, souvent qui ne coûte pas très cher, hein, entre autres choses, des félicitations, des bons mots, des petites journées dans lesquelles ces innovations-là sont soulignées, sont mises de l'avant. C'est des façons vraiment très importantes d'encourager par la base, pas par le haut, mais par la base l'émergence d'une innovation. Le partage d'informations, c'est quelque chose qui est essentiel aussi, d'être capable de s'échanger de l'information, là, je dirais, entre les organisations particulièrement, là, et de façon générale, être dans une posture d'organisation imprenante. C'est un long processus, mais c'est quelque chose de très important si on veut réussir à tirer des leçons de nos expériences. Ça, c'est quelque chose avec lequel on est supposé d'être bon, mais pour lequel je pense qu'il y a vraiment aussi un espace d'amélioration assez évident. Euh, donc, un point fort, un point faible dans nos partenariats, je dirais que notre point fort, évidemment, la raison pour laquelle les gens viennent vers nous, c'est souvent nos données probantes, cette notion-là d'expertise qu'on peut, qu'on, 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 qu'on donne comme image à la société. Alors ça, c'est vraiment très important de garder cette posture-là, garder une approche basée sur les données probantes, de travailler de façon multidisciplinaire afin de bien comprendre quels sont les impacts de la santé, comment on comprend les phénomènes qu'on voit en émergence ou les phénomènes qui sont plus traditionnels, des problèmes de santé. Donc, et de bâtir sur des preuves tangibles, des revues de littérature, les pratiques que l'on propose, les projets que l'on propose. Je dirais que, par contre, deux éléments sur lesquels on est un peu plus faible, puis je pense qu'il va falloir pousser pour favoriser les partenariats. Ben, on y reviendra tout à l'heure, c'est la diapo suivante. Ben, on a besoin de convaincre les décideurs et je pense que pour convaincre les décideurs, on n'a pas le choix de passer par les avantages économiques. C'est encore le discours dominant. On voudrait peut-être le changer par un discours sur le bien-être, sur la santé ou un autre sujet qui sont plus proches de nos convictions, mais la réalité, c'est que l'aspect économique est encore très important. Donc, il faudrait être en mesure d'être capable de nommer, de chiffrer les impacts de nos actions et de les évaluer, ces actions-là, d'être dans une posture de beaucoup plus d'évaluation de nos actions. Ça serait vraiment très important. La partie où on est un peu plus faible aussi, c'est la priorisation. Donc, évidemment, si on a tout plein d'actions à faire, il faut être en mesure de prioriser. Si on veut rechercher des partenariats, il faut s'assurer que ces partenariats-là, on ne va pas les lâcher au premier soubresaut parce que finalement, on découvre que c'est une action à très faible impact sur la santé. Donc, il faut être capable de faire cette action-là de priorisation. À ce moment-ci, évidemment, les questions comme la participation citoyenne peuvent être un espace qui peut être très intéressant pour permettre aux gens de définir les priorités. Et c'est ma dernière diapo. Donc, convaincre les décideurs, je pense que c'est l'élément fondamental à prendre en compte quand on réfléchit sur l'action intersectorielle. Saisir l'environnement et les acteurs, ça veut dire quoi? C'est ce que je nommais au tout début. Donc, avoir une capacité d'analyse des parties prenantes, hein, de faire une bonne analyse. Qui sont les acteurs en présence? Quel est notre environnement? Comment évolue-t-il? Et être capable de saisir les opportunités qui vont se présenter à nous. Les décideurs, souvent, ben, ont besoin d'être convaincus. Donc, il faut vraiment être en mesure d'adapter le message qu'on peut bien avoir là, pour les décideurs. Hein. On peut essayer de d'abord identifier c'est quoi leurs intérêts. On peut essayer de trouver est-ce qu'on a des objectifs en commun, est-ce qu'on est capable d'avoir des bénéfices mutuels. Hein, puis ensuite, donc, on modifie notre argumentaire en fonction de cet échange-là de situation win-win, là, pour reprendre le terme chinois.
Choisir des actions dans lesquelles notre compétence est reconnue. On est souvent appelé à dépasser un peu notre cadre, de se focaliser sur nos compétences, de se focaliser sur c'est quoi la santé publique, qu'est-ce que la santé publique peut apporter à la société. Ça, c'est vraiment important. Dans une logique, évidemment, de mutation radicale de nos systèmes et de la mise en avant de la santé publique à l'échelle sociétale, bien, ça nous permet de réduire les risques, hein, parce que on peut intervenir dans des secteurs qui peuvent déranger des gros acteurs. Donc, c'est très important d'être capable de savoir orienter dans des secteurs où on a une plus-value et où notre compétence, notre expertise est vraiment bien bâtie et existe depuis un certain temps. On favorise l'innovation, mais on construit sur ce que l'on a déjà acquis. Camille, pour moi, je pense que c'était ma dernière diapo. Oui, super. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Avant de passer à la période de questions puis d'arrêter l'enregistrement, ben, je voudrais d'abord remercier mes deux co-présentateurs, Larissa et Mathieu. Merci pour votre participation. Vous avez amené des perspectives super intéressantes puis utiles, je crois. Puis pour ceux et celles qui doivent nous quitter, j'aimerais remercier les participants pour votre écoute et votre attention. Je vous rappelle que si ce sujet vous intéresse, ben, le CCN-PPS possède de nombreuses publications portant sur les actions intersectorielles. Et n'oubliez pas de remplir le formulaire d'évaluation qui va vous être envoyé après le webinaire. Alors, merci beaucoup et à bientôt.